m'entendez là? Oui. Tu n'as pas mis le son. Là? Non. Parle plus fort. Bonsoir. Voilà. Ça va? Voilà. Bon. Merci, cher public. Je voudrais aussi remercier les professeurs, les élèves, notre représentant de la mairie, et puis surtout merci à vous, Joël Zac, d'être avec nous pour cette deuxième conférence de notre cycle. Alors, vous êtes philosophe et auteur de nombreux essais, spécialiste du pragmatisme, vous nous expliquerez. Si j'ai bien compris, la pratique est un critère de vérité. Voilà. Et de philosophie sociale. Vous êtes également membre de l'Institut universitaire de France et vous enseignez au département de philosophie de l'université Aix-Marseille. Alors, dans vos derniers essais, que je vous invite à lire, cher public, vous avez une table de librairie qui est bien fournie, vous établissez des relations étroites entre l'écologie et l'autogouvernement démocratique. Alors vous êtes entre autres l'auteur de La démocratie au champ, Se réunir, du rôle des places dans la cité, Se tenir quelque part sur la terre, Comment parler des lieux qu'on aime. Et vous avez reçu le prix Pétrarque de l'essai en 2020 pour Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique. Alors au Collège méditerranéen des libertés, la démocratie a toujours été au cœur de notre réflexion et de nos inquiétudes, je dois le dire. Au cours du temps, deux idéaux démocratiques se sont dégagés, la démocratie directe dans laquelle le peuple exerce directement le pouvoir comme à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, et la démocratie représentative qui est la nôtre, et dans laquelle le peuple désigne des représentants qui exercent le pouvoir pour lui, mais sans lui. Et c'est ce sans lui, c'est-à-dire sans vous, sans moi, qui pose problème et réduit notre participation souvent à une peau de chagrin quand elle ne va pas à l'encontre de nos aspirations légitimes. Or, votre proposition de démocratie comme jardin partagé pourrait être une chance pour notre démocratie et pour l'écologie. Nous avons reçu ici Gilles Clément sur le thème du jardin planétaire et les propositions nous étaient apparues comme autant de pistes pour se réapproprier nos lieux de vie et nos compétences démocratiques dont nous n'aurions jamais dû nous dessaisir. C'est pourquoi il est si important de vous entendre sur la démocratie comme jardin partagé. Merci pour votre attention. Non, vers le haut, vers le haut. Merci beaucoup de cette présentation aussi, qui je trouve très, très, très intéressante et met en exergue effectivement la place importante que j'ai donnée à la théorie de la démocratie depuis maintenant un assez grand nombre d'années. Le mien, peut-être? Oui. Je pense que ça va marcher plus vite. Je vous prête le mien si vous voulez. Voilà, oui, c'est mieux. On échange. Voilà. Et de fait, disons, les théories de la démocratie et les pratiques de la démocratie, finalement, sont un peu l'alpha et l'oméga de mon travail, qui peut paraître décousu comme ça quand on regarde les titres des livres. Il y en a un sur les feux, un sur les animaux sauvages en ville, un sur les places publiques, un sur l'écologie, etc., etc. Mais en fait, indépendamment ou sous la surface, en quelque sorte, cette multitude de thèmes qui peut sembler un peu désordonné, en réalité, il y a toujours un même fil pour moi qui court, qui est celui de réfléchir à consolider, à renforcer, à revitaliser, à défendre aussi les pratiques démocratiques. Alors, par pratique démocratique, il faudrait un peu s'entendre. Personnellement, vous l'avez dit, d'une manière générale, on a tendance à faire une distinction entre démocratie participative et une démocratie dite représentative. Je dirais que les distinctions que je fais ne sont pas exactement à ce niveau-là.
au sens où, que l'on parle de participation ou de représentation aujourd'hui, on est toujours situé dans un rapport, en quelque sorte, du citoyen au gouvernement. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est finalement comment est-ce qu'un citoyen ordinaire va-t-il faire entendre sa voix, comment va-t-il protester, comment va-t-il faire prévaloir ses intérêts, comment va-t-il s'adresser au gouvernement, et par ailleurs, quel sera son mode de votation, quelles seront ses préférences politiques, quelles seront ses opinions politiques, quels seront les partis auxquels il adhérera, etc. Et là, j'ai cité deux champs, si vous voulez, de pratique qui se rapportent l'une à la représentation et l'autre à la participation. Disons, par exemple, ce qu'on appelle les dispositifs participatifs, qui ont été institutionnalisés d'ailleurs il y a une vingtaine d'années maintenant, et qui ont en particulier un champ d'application important dans le domaine des relations internationales, notamment des politiques européennes, et dans le domaine de l'aménagement du territoire. C'est vraiment les deux gros domaines où on a créé des dispositifs de participation. En réalité, sont également des dispositifs qui placent le citoyen dans une relation directe, si on peut dire, ou dans une relation presque exclusive à un gouvernement auquel il n'appartient pas, mais disons qui devient son interlocuteur plus ou moins lointain, plus ou moins fidèle, plus ou moins sensé, etc. etc. Moi, personnellement, du fait que je n'ai pas abordé la démocratie à travers la tradition républicaine française, mais à travers la démocratie américaine, en fait, plutôt à travers, je suis spécialiste de philosophie américaine, je pourrais revenir. J'ai fait passer des lignes de distinction ailleurs, d'ailleurs un peu par fidélité aussi à une certaine tradition européenne, à savoir la distinction entre justement la démocratie comme forme de gouvernement, comme système de gouvernance, qui peut être plus ou moins participatif, plus ou moins représentatif, et vous savez sans doute que la représentation elle-même dépend de toutes sortes de facteurs et qu'il y en a de toutes sortes. Des représentations plus ou moins fidèles, plus ou moins lointaines. On a pour habitude de distinguer par exemple la représentation indépendante de la représentation mandat. Donc ça donne des rôles très, très différents aux députés et aux représentants en général, ou aux dirigeants, etc. Donc ça, je ne vais pas en parler, mais disons que la participation, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée des dispositifs de participation qui font partie des institutions, finalement, du fonctionnement de l'État, que ce soit, disons, une collectivité territoriale très locale ou, par exemple, le CESE, auquel je participe assez régulièrement, donc le Conseil économique et social, qui a une fonction nationale, si vous voulez. En fait, on reste quand même toujours à l'intérieur d'un fonctionnement gouvernemental, si vous voulez. Or, la démocratie, d'une certaine façon, c'est pas vraiment ça. C'est pas uniquement ça. Il y a d'un côté, effectivement, la démocratie, on va dire, comme système de gouvernement, c'est-à-dire la démocratie comme forme politique, qu'on a pris l'habitude de distinguer à la fois d'un État aristocratique, d'un État monarchique ou d'un État totalitaire. Donc, c'est un régime, si vous voulez. Mais par ailleurs, c'est aussi une forme de vie, c'est aussi un mode de vie, une culture, des habitudes, des mœurs, quelque chose qui va concerner non pas la relation des individus à leur gouvernement, mais qui va concerner les relations entre les individus, d'un point de vue complètement horizontal, d'un point de vue quotidien, du point de vue de la vie ordinaire, et par ailleurs qui va pouvoir être dit affecter absolument tous les secteurs de la vie sociale, finalement toutes les activités qu'on puisse imaginer. On va se demander à ce moment-là, d'une part, en quoi consiste, mœurs, c'est un terme qu'on utilise beaucoup jusqu'au XVIIIe siècle, au XIXe, en quoi consistent les mœurs démocratiques, d'une part, et d'autre part, ces mœurs démocratiques sont-elles bien présentes dans nos institutions? Par exemple, peut-on dire que le monde de l'art, l'école, l'hôpital sont acquis à des modes de vie démocratiques? Où est la vie démocratique dans une université comme celle-ci? Pourquoi pas? Où est la vie démocratique en ce qui concerne l'aménagement du territoire? Où est la vie démocratique en ce qui concerne la production de la nourriture humaine? Où est la vie démocratique en ce qui concerne la relation aux animaux, etc., etc. Et donc là, on est vraiment dans un ailleurs, si vous voulez, du gouvernement. Et je dirais même, d'un point de vue historique, que le gouvernement n'est jamais que
disons, la projection de ce qui se passe à ce niveau-là. C'est-à-dire que le gouvernement n'est jamais que finalement une espèce de construction plus ou moins artificielle et en tout cas rétrospective, après coup, de ce qui se passe dans une société qui est toujours plus ou moins à la recherche d'elle-même et qui va parfois refuser les libertés, refuser ses propres libertés pour supprimer celles d'autrui, par exemple. Et là, je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins en ce moment. Ou qui va au contraire placer la liberté ou les libertés, je dis les libertés parce que ça me semble être une valeur démocratique fondamentale, mais ça peut être aussi d'autres valeurs, on pourra en discuter. Et donc ils vont passer les libertés au centre de leur, disons, de leur vision de l'autre, leur vision du monde, leur vision de l'être ensemble, du sens même de leur vie. Qu'est-ce qui fait sens à mes yeux? Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec la démocratie ou est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec la suppression de la liberté d'autrui, voire la suppression de la vie d'autrui? Donc je crois que c'est vraiment des questions qu'on doit se poser. Est-ce que ma vision du monde, disons, est plurielle, ouverte, tournée vers les autres, tolérante, accueillante à la diversité, à la pluralité des, je sais pas, la pluralité des ethnies, des langues, des religions, des sexes, des genres et tout ce que vous voudrez? Ou au contraire, est-ce que ma vision du monde est moniste, unilatérale, dogmatique, hiérarchique, avec les bons, les moins bons, les très mauvais, les blancs, les noirs, avec, vous voyez, toutes sortes de, comme ça, de classifications qui sont toutes, en fait, plus ou moins perméées par ce qu'on pourrait appeler des relations de pouvoir, hein, très très rapidement. Donc je crois que c'est là que ça va se situer. Et ça se situe comme ça historiquement. J'insiste parce que je pense qu'on a une mauvaise idée de la démocratie dans la mesure, à partir du moment, si vous voulez, on réduit justement la démocratie à cette relation verticale entre des citoyens qui participent ou pas, qui sont représentés ou pas, et un gouvernement central qui peut être d'ailleurs le gouvernement du village. Parce que j'ai constaté à de multiples reprises, même si aujourd'hui certains maires de petites localités de 200 habitants ou de 300 ou de 500 adoptent, disons, un point de vue démocratique qui voudrait que finalement les électeurs ne soient pas que des électeurs, mais soient aussi des interlocuteurs, des amis, des gens avec lesquels faire quelque chose, et pas simplement à donner une opinion une fois de temps en temps. La plupart du temps, les maires se conduisent un peu comme, je dirais, des monarques absolus de droit divin. Enfin, c'est très très frappant. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment une difficulté à intégrer quelque chose qui a à voir avec la démocratie dans nos relations interhumaines quotidiennes, ordinaires, et dans, évidemment, les endroits où nous travaillons, les endroits où nous soignons, les endroits où nous éduquons nos enfants, les endroits où nous nous promenons, et choses de ce genre. Bon, la ville, moi j'ai beaucoup travaillé sur la ville, et la ville étant, si vous voulez, une très bonne, je veux dire, un exemple presque paradigmatique de l'antidémocratisme. Qu'il s'agisse des politiques urbaines, qu'il s'agisse d'une certaine architecture, qu'il s'agisse même de l'idée même de la ville elle est là pour vous contrôler, je dirais, historiquement. La ville, c'est la murée, si vous voulez, on fait table rase, on supprime tout ce qui bouge, tout ce qui dépasse, tout ce qui gêne. On construit des murailles. Première ville dont on a retrouvé la trace, Jéricho, entourée de murailles de 8,5 mètres d'épaisseur. Donc Paris, il y a eu 7 séries de barrières ou de murailles, de portes, d'enceintes autour de Paris au cours du temps, bon, etc. Donc voilà, on voudrait faire de la ville un lieu justement homogène, normé, disons un lieu aussi où s'exercera un contrôle un peu sans faille, ce qui explique d'ailleurs le recours à aux formes géométriques, parce que justement les formes géométriques ne sont pas susceptibles d'évoluer, forcément. Et par ailleurs, les formes géométriques ne sont pas non plus susceptibles d'accueillir la contribution des habitants, puisqu'elles sont en quelque sorte éternelles et là pour le coup inscrites dans le marbre, hein, ou dans les pavés ou dans ce que vous voudrez. Donc vous voyez, la ville, ça peut vraiment, on doit se poser la question, mais comment rendre une ville, d'une certaine façon, démocratique? Comment démocratiser notre rapport à la ville, notre conception de la ville, notre vision de la ville? Et là, il y a beaucoup de travail à faire, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'ailleurs d'expérimentations en cours,
Et il me semble que c'est une manière, si vous voulez, de repenser les problèmes un peu à la base. Alors quand je dis que la démocratie, il y a une phrase de John Dewey, un philosophe pragmatique, vous avez parlé du pragmatisme, en fait, le pragmatisme, je vais pas le développer là, mais le pragmatisme, c'est une philosophie, un courant de philosophie américain qui va naître dans les années 1880 avec Charles Sanders Peirce et qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Il y a toute une école pragmatiste, mais les fondateurs du pragmatisme sont donc Peirce, il y a William James aussi, le frère de l'écrivain, et John Dewey. Et John Dewey, ça s'écrit D-E-W-E-Y, et c'est vrai que j'ai fait ma thèse en partie sur cet auteur que je connais donc, j'ai un peu oublié depuis, mais je le connais pas mal. Et donc, il a une phrase que je trouve très belle et qui reprend d'ailleurs de Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis d'Amérique, et celui qui est crédité finalement de l'invention de la démocratie comme forme de vie. C'est la démocratie commence à la maison. Et je trouve ça très intéressant. Et moi, personnellement, la démocratie commence à la maison. D'ailleurs, c'est très présent chez Aristote. Aristote vous explique qu'une famille, par exemple, ça n'est pas une famille d'humains, ça n'est pas une famille d'abeilles ou d'ours, ça n'est pas un essaim de termites ou ce que vous voudrez. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'une famille humaine, demande Aristote. Et il dit, c'est qu'il y a un gouvernement dans la famille. Et ce gouvernement, il doit être démocratique. Il dit l'amitié familiale, ce qu'on appelle la philia en grec, c'est justement de s'écouter les uns les autres, d'avoir, grâce aux notions communes, c'est-à-dire la langue que nous parlons, d'avoir un respect pour l'opinion d'autrui de telle manière à ce que l'association que nous formons soit finalement le produit d'un accord auquel tout le monde va contribuer. Alors pas à part égale au sens où la part serait identique, mais quand même à part égale au sens où tout le monde serait considéré. Alors c'est sûr que si, par exemple, vous avez des enfants, moi, je vois qu'il y a des gens très jeunes ici, ça ne va pas forcément vous parler, mais vous pourrez peut-être penser à vos parents. Mais si, disons, vos enfants sont là pour remplir une case qui est prévue, finalement, qui est prévue pour eux et dont ils ne pourraient pas s'échapper, sinon, d'une certaine façon, en provoquant à vos yeux un désordre, ça ne va pas fonctionner. Je veux dire qu'on peut prévoir des choses pour les enfants à venir, mais ce sont des prévisions tâtonnantes et le fait est que les enfants, une fois qu'ils sont là, ils jouent un rôle. Ils doivent absolument jouer un rôle, y compris dans l'organisation, je dirais, typomorphologique, physique de l'espace de leur chambre, le rythme, etc. Et d'ailleurs, les petits-enfants s'imposent très bien et peuvent rebattre les cartes du jeu qui était prévu à l'avance et qui, évidemment, doit être révisé, amendé, etc. Donc, je veux dire, la démocratie dans la famille, ça veut dire quelque chose de très important. Je vous rappelle quand même que le père de famille a droit de vie ou de mort sur ses enfants jusque très tardivement. Et que le père de famille est comme un roi, encore une fois, un monarque absolu, droit divin dans la famille, et que l'enfant est là pour obéir, et qu'il n'a pas sa voix au chapitre. Donc l'idée, je ne dis pas qu'il faut enlever tous les contrôles sur les enfants et leur donner une part égale à celle des adultes. C'est pas ça. Je pense que c'est important que chacun ait une part qui correspond à ce qu'il en propre, en quelque sorte. C'est ce que les Grecs, d'ailleurs, appellent la vertu. La vertu du cheval, c'est ceci, c'est de courir, etc. Et puis on pourrait dire la vertu de tel cheval, c'est pas la même vertu que celle de tel autre cheval. Et la vertu de votre aîné, c'est pas la même vertu que de votre cadet. Si vous avez des jumeaux, ils auront deux vertus différentes, et vous-même, vous avez une vertu. C'est-à-dire, il y a une excellence en chacun. Et cette excellence, si vous voulez, elle peut être bridée, détruite, presque assassinée. Mais au contraire, elle peut être encouragée, elle peut être finalement aussi, disons, identifiée de telle manière à ce qu'on donne à cette excellence une chance de s'épanouir. Et donc, le gouvernement dans la famille suppose, si on en croit Aristote, ça suppose la pluralité finalement. Et d'ailleurs, il le dit, une vraie république constitutionnelle, ou alors ce qu'il appelle une communauté du bien vivre, une cité, c'est pas une ville d'ailleurs, il y a une différence entre la cité et la ville. La cité, comme il le dit, c'est la communauté du bien vivre. La ville, c'est pas la communauté du bien vivre. La cité, c'est la communauté démocratique. La ville, c'est pas une communauté, d'abord, c'est un collectif autoritaire, si vous voulez. Donc c'est vraiment des visions
Même si, bien sûr, dans la réalité, ces choses n'existent pas à l'état chimiquement pur et se mêlent, hein, bien sûr. Mais bon, c'est important de voir qu'est-ce qui, finalement, de se poser la question. Qu'est-ce qui, dans le fonctionnement de ces associations auxquelles je me trouve liée, que ce soit une classe, un établissement, une famille, etc., qu'est-ce qui fonctionne de manière à m'amener vers la réalisation de ce que j'ai en propre, et qu'est-ce qui m'en détourne, d'une certaine façon? Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui, finalement, me retient en arrière et m'empêche de réaliser, finalement, ce pourquoi non pas ce que je suis fait, il n'y a pas de destin, mais ce qui constituerait mon excellence, en quelque sorte. Et donc, ce gouvernement dans la famille, voilà, quand John Dewey dit il y a la démocratie commence à la maison, c'est ça qu'il veut dire. En fait. Ça commence à la maison. C'est-à-dire, ça n'est pas l'affaire de nos gouvernants, ça n'est pas l'affaire d'un gouvernement lointain, ça n'est pas l'affaire des autres. Non, c'est mon affaire. Et je crois que ça, c'est fondamental. Alors, c'est là que je peux Donc, voilà, avant d'y arriver, je rappelle qu'en fait, la démocratie américaine, mais même si vous regardez toutes les théories de la liberté et du contrat social qui vont, disons, être formulées, je dirais, dès l'Antiquité grecque, mais ensuite dans la tradition romaine, puis bien avant, enfin dans plein de cultures, et également dans la littérature qui va aboutir à ce régime très particulier qui est le nôtre et qu'on appelle une démocratie libérale, donc la littérature à partir du XVIe siècle, la fin du XVIe, la littérature humaniste. La démocratie, si vous voulez, ou la liberté, ce qu'on appelle la liberté naturelle ou le droit naturel, cette démocratie, si vous voulez, elle va vraiment être logée dans l'amour des libertés, l'amour que chacun peut développer pour sa propre indépendance, ce qu'on va appeler l'autogouvernement, et disons, être la fin pour laquelle, la finalité, l'objectif, l'autogouvernement, le fait de se gouverner sans un maître, dirait Jefferson. Donc ça, c'est vraiment c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on va opposer, si vous voulez, aux théories du pouvoir arbitraire, aux théories de l'aristocratie naturelle, aux théories de la supériorité du monarque désigné par une puissance divine, etc. Donc on va opposer à tout ça, historiquement. On va opposer, et puis aussi à la supériorité de la race, du sexe, enfin tout ce que vous êtes, on va y opposer le fait que chacun a la possibilité, si les conditions sont réunies, bien sûr, a la possibilité de se gouverner sans un maître, c'est-à-dire d'être, non pas son propre maître, mais enfin, de diriger son action en dehors d'un schéma d'obéissance qui l'encadrerait de A à Z, de la naissance à la mort. Les femmes ne sont pas censées obéir ou avoir une existence placée sous le signe de l'obéissance. Moi, ma mère, elle ne pouvait pas avoir de compte en banque, hein, c'est quand même assez récent. Moi-même, qui ai voulu garder mon nom de jeune fille, j'ai eu beaucoup de mal à le conserver. Je m'appelais Joël Zask, née Zask, pour conserver mon nom de jeune fille. Donc voilà, c'est pas très loin tout ça. Et d'ailleurs, le travail n'est pas encore complètement réalisé. Mais par ailleurs, on a bien sûr, au plan universel, constamment des figures de l'obéissance, ce que Foucault appelait la docilité d'ailleurs, des figures de l'obéissance qui n'arrêtent pas de ressurgir et qui sont malheureusement aujourd'hui en plein essor. Hein. Je dirais que... bon, enfin, voilà, on ne va pas faire le saut de mauvaise augure, mais en fait, le fait est que ces figures de l'obéissance sont très multiples, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de la famille, dans le monde des relations sociales, le monde de la religion. La religion est... Je dis la religion, c'est qui n'est pas le sentiment du divin ou du sacré, qui n'est pas, si vous voulez, la foi. Mais la religion, c'est un phénomène social d'enrôlement, si vous voulez, des individus dans des relations d'obéissance. Religion, ça veut dire relier. Et relier, enfin, c'est très bien analysé par Durkheim, par exemple, qui va déduire d'ailleurs ce que c'est que le fait social du fait religieux. Et qu'est-ce qui est un fait social? C'est un phénomène, si vous voulez, qui est relativement inconscient, mais qui vous contraint. Hein, c'est comme ça que... D'ailleurs, c'est intéressant de noter que toute la sociologie, elle est née sur l'analyse de la contrainte et de l'obéissance, la relation contrainte-obéissance. Donc il n'y a pas de société sans relation. Moi, je ne suis pas d'accord d'ailleurs, mais il n'y aurait pas de société sans relation de contrainte et d'obéissance. C'est-à-dire exercice de domination politique, ce qui fait un peu aussi le centre de gravité, par exemple, de toute la pensée marxiste et post-marxiste. Donc,
Ce que je veux dire ici, c'est que l'idée que l'humain est naturellement libre, comme dirait Rousseau, hein, l'homme est né naturellement, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Voilà, la première phrase du contrat social. Mais il est né libre. Et je crois que ça, bon, évidemment, ça peut paraître un peu gnangnan et un peu désuet peut-être. C'est une phrase qu'on a tous lue dans nos manuels de philosophie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'homme est né libre et partout il est dans les fers. L'homme est né libre, c'est la société qui le corrompt d'une certaine façon et qui lui fait perdre, nous raconte Rousseau, jusqu'au sens même de ce qu'est la liberté et qui nous fait perdre aussi même le désir de la retrouver. Donc nous sommes enchaînés les uns aux autres dans des chaînes d'obéissance, comme le disait la Boétie déjà en 1540, et nous n'avons même plus la force ni même le désir de secouer nos chaînes. Ce que dit Platon aussi, des hommes enchaînés au fond de la caverne, ils sont enchaînés. Et si quelqu'un vient les libérer, ils voudront le tuer, en fait. Hein. Donc c'est ça ce paradigme, enfin, cette allégorie de la caverne chez Platon. Ils voudront le mettre à mort parce qu'il va déranger leurs habitudes finalement d'obéissance et d'enfermement, d'auto-esclavage en quelque sorte. Hein. Il y a un auto-esclavage qui prend le relais de l'esclavagisation en quelque sorte des consciences et des modes de vie. Et je dirais que le contraire de l'esclavage, c'est justement l'autogouvernement. C'est cette liberté qui consiste à s'auto-gouverner, c'est-à-dire à se donner des règles, les suivre comme on peut, amender les règles, et puis on peut le faire tout seul, on peut le faire avec autrui. Donc, et encore une fois, cette conviction très forte, qui a une origine d'ailleurs dans la foi, dans certaines foi religieuses, ou plus exactement de foi théologique, et puis qui est aussi tout simplement qui va animer ce qu'on appelait l'humanisme. Humanisme qui peut être chrétien, qui peut être judaïque, qui peut être musulman, qui peut être bouddhiste, enfin peu importe, hein, qui peut être complètement laïque. Enfin, il y a un humanisme. Et l'humanisme, c'est l'homme est né libre. Hein. C'est la première phrase d'ailleurs de la Constitution américaine. C'est aussi, évidemment, ce qui anime les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, les déclarations, les Bill of Rights du monde entier, etc., quand il y en a, qui font partie de la Constitution. Donc l'homme est né libre. Alors, on pourrait dire l'humain est né libre, hein, pour parler comme aujourd'hui, ça serait plus juste. L'humain est né libre. Peut-être même que bientôt on dira les animaux sont nés libres parce que de fait, moi qui travaille, je fais une parenthèse, je me la permets parce que j'adore les animaux, mais disons que ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup opposé justement, quand on ne rentre pas dans les détails, hein, on a beaucoup opposé la liberté humaine à la mécanique animale. C'est-à-dire que l'humain aurait une âme qui lui permettrait de se choisir et de choisir son destin, alors que l'animal, lui, est programmé d'avance. C'est un peu la théorie des animaux-machines de Descartes, même si Descartes ne dit pas ça d'ailleurs, mais qui a été beaucoup reprise. Et on a le sentiment que les animaux, effectivement, accomplissent un programme à la fois génétique, environnemental, biologique, qui fait partie, disons, des données de base de leur existence. Mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, si vous parlez avec des entomologistes ou avec des spécialistes, des éthologues, etc., en fait, vous allez découvrir que les animaux, ils ont un quant à soi, que les animaux, en fait, ils ne font pas ce qu'on pensait qu'ils feraient, qu'ils ont un comportement très imprévisible, et que même dans une fourmilière, il y a des... par exemple, il y a des fourmis délinquantes, il y a des fourmis qui ne font pas ce pour quoi elles sont programmées. Non, mais c'est... Mais oui, on pense les animaux comme des clones les uns des autres qui n'auraient pas d'individualité, mais c'est une grosse erreur. En réalité, j'avais lu des enquêtes sur même des meutes de loups, des clans de babouins, enfin les babouins, c'est même des corneilles. Alors les corneilles, c'est incroyable. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Face à une bête sauvage, justement, et j'ai fait une quinzaine de fiches d'animaux sauvages susceptibles de vous agresser en ville. Alors, ils ne sont pas tous européens, il y a aussi des éléphants, il y a des... qu'est-ce que j'ai dit encore? Bon, enfin, peu importe, bon, j'ai un trou là, des animaux un peu lointains, des singes en particulier, notamment les macaques rhésus, enfin, voilà, bon, il y a toutes sortes d'animaux, des pumas, voilà. Qui sont en ville, hein. J'ai pris que des animaux urbains. Et justement, c'est très très intéressant parce que du coup, il fallait documenter chaque
fiche d'animal pour savoir, enfin, l'idée étant que faire face à un animal qui m'agace. Parce qu'en fait, tout ça ne s'invente pas du tout, c'est très compliqué. Et si vous suivez votre instinct, il y a de grandes chances que vous vous trompiez et que l'animal vous fasse beaucoup plus de mal que si vous apprenez quel est le comportement qu'il faut adopter face, par exemple, à un puma, face à un coyote, face à un sanglier, etc. Et la corneille, ça c'est très intéressant. Les corneilles sont des animaux incroyablement intelligents qui forment des familles. Je reviens à la famille, mais c'est pareil, tous les oiseaux en général. On les a beaucoup, on les a peu analysés parce qu'ils sont très loin de nous, mais en réalité, ils ont justement, ils ont une longueur d'évolution quasiment de 2 milliards d'années de plus que nous, donc c'est énorme. Je veux dire, ils ont beaucoup d'avance. Oui, la chose, c'est une avance qu'on ne rattrapera pas. Enfin bref, et donc, oui, mais je veux dire, les corneilles ne sont pas du tout des clones les unes des autres. D'ailleurs, ceux qui les étudient, par exemple, au Jardin des Plantes à Paris, le savent bien, elles sont baguées, elles sont individualisées, et elles ont un caractère, etc., etc. Pareil pour les renards. Les renards ont un caractère, on sait. Enfin, vous qui avez sans doute des chats, des chiens, vous savez bien que les animaux ont un caractère. Et qu'ils sont aussi farceurs, et que vous voyez, il y a du jeu dans le comportement animal, il y a beaucoup de jeu. Même, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'homme ou l'humain, ou voilà, ce que vous voudrez, l'être vivant et né libre, c'est peut-être aussi, finalement, une des manières d'entrer en écologie. Une des manières de considérer, justement, la richesse de la nature, sa pluralité, et le fait qu'elle est irréductible, qu'aucun être n'est réductible à ce que nous pensons en savoir, en quelque sorte, et qu'il y a toujours quelque chose à découvrir qui va dans le sens de son individualité, dans le sens de la découverte de ce qu'il a en propre. Ça, c'est absolument fondamental. Ça a été permis par la génétique, mais là, aujourd'hui, avec toutes les approches qu'on démultiplie dans les sciences de la nature, on se rend compte qu'en croisant toutes ces... Voilà, on découvre des outils pour cerner l'individualité des animaux. Bien, donc cette culture démocratique, ces mœurs démocratiques, ces habitudes démocratiques qui se trouvent ailleurs que dans une relation verticale à un gouvernement institué, si vous voulez, me semblent être parfaitement incarnées dans la philosophie du jardin partagé, dont je vais dire quelques mots, parce que j'ai déjà parlé assez longuement. La philosophie du jardin partagé. Alors, avant d'entrer dans certaines considérations un peu théoriques ou philosophiques, je voudrais dire deux choses. La première, je dirais que la première démocratie libérale, alors je laisse de côté la définition de ce régime, enfin c'est le régime dans lequel on est, c'est disons justement un mélange de démocratie participative et de démocratie représentative. C'est ça la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie libérale ou encore la république constitutionnelle. Voilà, on a deux mots parce que c'est deux formes de régime différents qui ont été mises ensemble en 1780 aux États-Unis. Et donc ce modèle, si vous voulez, qu'on appelle démocratie libérale, va trouver dans ce qu'on appelait l'agrarianisme, ou plus exactement la relation de la culture de la terre, la relation des individus à la culture de la terre, ça va trouver là son champ d'application, sa vérité, mais en même temps sa base sociale, sa base occupationnelle, sa base professionnelle. Je veux dire, le citoyen le plus vertueux, dira Jefferson, mais c'est le cas aussi chez Benjamin Constant, chez Crèvecoeur, etc. Le meilleur des citoyens, c'est le paysan indépendant. Et donc là, je voudrais en parler ensuite de manière un peu plus détaillée, parce que, évidemment, ça tord le cou à notre vision de la démocratie. J'ai fait un livre sur la question qui s'appelle « La démocratie au champ ». Enfin, il n'est pas là, mais... Et la démocratie au champ, justement, c'est un... Je crois pas. C'est un livre dans lequel j'ai voulu en finir, ou en tout cas critiquer cette idée que la démocratie serait née à la ferme, qu'elle serait née, à la ville ou dans l'usine, parce que ça n'est absolument pas le cas, c'est totalement historiquement faux. Quand les démocraties viennent, disons, émergent, la population de tous les pays concernés est à 70 ou voire 90% rurale. Et finalement, la démocratie américaine, qui est la première démocratie libérale, si vous voulez,
Mais ça serait le cas aussi dans la démocratie romaine, soit dit en passant. La démocratie américaine est une démocratie du champ. C'est une démocratie qui naît à la ferme. Voilà, c'est ça que j'ai voulu montrer. Et j'ai voulu montrer aussi que partout dans les mouvements paysans depuis la nuit des temps, et c'était concocté, ce qu'on appelle d'ailleurs avec un peu de condescendance des formes de vie pré-démocratiques, alors qu'en fait elles étaient vraiment très démocratiques. Par exemple, je pense à la guerre des paysans, disons des années, c'était combien, 1520, 1470, enfin vraiment au tout début de cette époque moderne, mais qui sont des guerres qui sont faites au nom d'un texte fondateur qui est une véritable constitution, avec des revendications d'accès à la terre, des revendications de lutte contre les enclosures, etc. Et donc ces paysans, mais c'est le cas en Ariège, c'est le cas ici en Provence, c'était le cas dans les Landes, c'est le cas vers Amiens, les Anglais en France, c'était des formes de vie mais complètement démocratiques, avec des assemblées où votaient les femmes d'ailleurs, des assemblées régulières, des votations, des décisions communes, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui les communs. Mais ça, je veux dire, les communs, parce qu'en fait, on ne connaissait que ça dans le temps. Et les communs, c'est très important en démocratie. Les communs, c'était justement, comme l'a montré Ostrom, prix Nobel d'économie, les biens communs n'existent que dans ce qu'on appelait les communaux et les commensaux. Ça n'existe que s'il y a un gouvernement commun. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de commun. C'est juste pas possible, c'est pas envisageable. Donc le commun, c'était... Et c'est pour ça que écologie et démocratie, soit dit en passant, sont comme le recto et le verso d'une feuille. Parce que s'il n'y a pas de démocratie, il n'y aura pas d'écologie. Parce que l'écologie, c'est le commun, c'est la défense des choses communes. Si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a en commun? C'est précisément, je dirais, la planète Terre, ou plus exactement, les conditions d'existence terrestre des humains. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment la chose qu'on a en commun, quel que soit finalement notre statut d'humain. Donc là, ce que je trouve très très intéressant, c'est justement la perception, je dirais, presque structurelle et antique, et même presque antédiluvienne, puisque là, antédiluvienne justement, parce que c'est exactement ce que veut dire l'histoire de l'Éden, enfin le jardin d'Éden. Éden, enfin, j'en reparlerai éventuellement. Mais voilà, donc cette représentation suivant laquelle justement la démocratie commence par une relation de déférence et en même temps de culture avec un environnement dont on ne prétend pas faire notre esclave, dont on ne prétend pas faire notre ressource, dont on ne prétend pas faire notre bien monnayable, etc., mais dont on souhaiterait préserver l'indépendance et finalement la capacité d'autogouvernement. Voilà, donc ça c'est vraiment le cœur de la vision démocratique, indépendamment de toute considération, je dirais, politique au sens politicienne, indépendamment de cette restriction de la pensée démocratique à une vision militante et politicienne, si vous voulez. Même si j'ai rien contre, je pense que la politique elle est utile, mais en fait, ce qui est important, c'est aussi d'interroger, encore une fois, je le redis, d'interroger finalement les sous-bassements qui sont à la fois éthiques, psychologiques, anthropologiques de cette forme politique qu'on appelle la démocratie libérale. Donc chez Jefferson, chez les premiers, finalement chez les inventeurs du système américain de gouvernement, c'est comme ça qu'on l'appelle au départ dans les années 1780, chez ces penseurs-là, justement, la démocratie va reposer, c'est sa base sociale et c'est en même temps sa base économique, c'est aussi ce que dit Aristote. Il n'y a pas de démocratie sans l'indépendance alimentaire. Je veux dire, la démocratie, ça commence avec du pain pour tout le monde, du pain, de l'eau, là il faudrait dire l'eau aujourd'hui, à manger pour tout le monde, et à manger de la nourriture, pas des aliments. Je veux dire, il y a une différence entre la nourriture et les aliments. C'est-à-dire que la nourriture, ça vous nourrit, les aliments, ça vous gave, si vous voulez. Et donc, éventuellement, vous avez des aliments aujourd'hui qui n'ont aucune capacité nutritive. Donc voilà, c'est important de... Et ça, Aristote, il le dit déjà. Il y a les bons aliments, il y a les mauvais, si vous voulez. Il y a donc les bons aliments, les nourritures, sont des éléments du système démocratique absolument incontournables. On ne peut pas penser à la démocratie si on ne pense pas à la nourriture, si vous voulez. Et justement, c'est ça que fait Jefferson. Le paysan indépendant, c'est quelqu'un qui va, c'est un individu, si vous voulez, qui va
produire sa nourriture, donc si vous voulez, qui ne dépendra pas d'un autre pour sa subsistance, qui par ailleurs, pour autant, n'aura pas une relation de dépendance vis-à-vis finalement de toutes sortes de chaînes professionnelles, sociales, de produits et disons de division du travail. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, pour ceux qui connaissent, toute cette mouvance, je dirais, un peu agrarienne américaine va être très férocement opposée à l'école physiocratique française, qui, elle, milite en faveur de la transformation de l'agriculture en une source de profit, alors que là, non. Mais pourtant, c'est quand même à cette période que les deux modèles vont s'affronter, si vous voulez. D'un côté, vous avez le paysan indépendant, que veut Jefferson, que veut Crèvecoeur, que veut Benjamin Constant, que veulent finalement les démocrates ou les inventeurs de la démocratie, qui pensent que l'homme est né libre et qu'il doit se gouverner sans un maître, mais qu'il doit en même temps se réaliser à travers son ouvrage, d'une certaine façon. Ouvrage qui est mené de telle façon qu'il préserve les conditions d'un ouvrage futur, autrement dit, qui va économiser sa terre, qui va économiser ses bêtes, qui va économiser son entourage, ou plus exactement, qui va avoir justement la position de Adam à Éden. C'est ça le jardin partagé, c'est Adam à Éden. Adam, il partage le jardin avec Éden, si vous voulez, avec les arbres. Et c'est très intéressant, on voit Adam comme quelqu'un d'oisif, qui se prélasse en s'éventant d'une feuille de palmier, mais bon, c'est des représentations picturales qu'on connaît bien, mais c'est pas ça du tout. En fait, quand on lit la Genèse, on voit bien, Adam est mis dans le jardin par Dieu pour le cultiver, d'une part. Le terme qui est utilisé, c'est le travail, pour le travailler, et en même temps pour garder le jardin, pour le préserver d'une agression extérieure. Donc, il est là, il est à la fois le gardien du jardin et celui qui le cultive. Donc en cultivant le jardin, Adam réalise en quelque sorte son humanité. Adam qui n'est ni mâle ni femelle dans la Bible. Adam réalise son humanité, il grandit en tant qu'homme, il réalise qu'il est en propre en quelque sorte, mais en même temps qu'il produit sa subsistance. C'est vraiment du marxisme, comme il dit Marx. Je veux dire, l'homme réalise son humanité à travers la production de ses conditions d'existence. Ça, c'est la première phrase du Capital. C'est vraiment Marx doit beaucoup à la Bible à ce niveau-là. Et par ailleurs, en travaillant la terre, d'une certaine façon, il l'amende, il la renouvelle, etc. Bon, le terme qui est utilisé, c'est pas la Terre, la planète Terre, qui, en ce qui nous concerne, existe depuis 4 milliards d'années et qui ne risque absolument rien de notre existence microscopique. Mais évidemment, c'est la terre des hommes, ce qu'on appelle Adama. Adama, c'est la terre qui, disons, est celle que nous pouvons imaginer, dont nous vivons, qui entre dans notre champ perceptif, qui entre aussi dans nos conditions d'existence, et qui n'est pas toute la terre, en fait, qui n'est pas... il y a eu beaucoup de discussions sur justement les différents sens du mot terre. Et voilà, quand on parle de la nature, de la terre, etc., il faudrait être modeste et se rappeler que finalement la terre nous est connue et nous est acquise en quelque sorte et sous notre contrôle, voire elle est détruite dans une très 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 faible mesure. Ce que nous détruisons, c'est nos conditions d'existence terrestre, mais ça n'est pas la terre en général. Dont nous ignorons énormément de choses. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec un neurobiologiste qui me dit, mais écoute, si on connaît à peu près 3% du fonctionnement du cerveau, on peut s'estimer heureux à l'heure actuelle. Donc voilà, il faut aussi rester très 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 modeste. Parce que, voilà. Donc Adam et Éden, voilà, il est là, disons, embarqué dans ce processus d'invention de ses moyens d'existence, en même temps que de préservation de ce qu'on pourrait appeler la ressource, en fait, de préservation de ces conditions, en l'occurrence un jardin. Un jardin qui a été planté par Dieu. Dieu ne crée pas le jardin, il le plante dans la Genèse. Donc c'est intéressant aussi. C'est le premier jardinier, Dieu. Voilà. Et donc Adam est chassé du jardin, non pas parce que... je sais pas, en fait, la raison pour laquelle il est chassé, c'est parce que justement, il va s'approprier, consommer un arbre qu'il n'a pas fait pousser. Alors ça, c'est la fin. Là, c'est plus on sort de l'écologie, on sort de la démocratie, on sort de cet équilibre qui veut que nous ayons toujours à faire
en termes de subsistance aux résultats, aux produits de nos activités qui sont de nature à préserver la subsistance ou les conditions d'existence des générations futures. C'est ça, finalement. Et quand Adam commence enfin, Adam et Ève s'approprient un fruit ou un arbre, en l'occurrence, qu'ils n'ont pas fait pousser, ils sortent de l'équilibre, ils rompent l'équilibre, et du coup, Éden n'existe plus. En fait, c'est ça l'idée, c'est que Éden disparaît. Une fois qu'Adam sort d'Éden, il n'y a plus d'Éden, puisqu'il n'y a plus personne pour le cultiver. Ça, c'est du Gilles Clément, si vous voulez. Hein. C'est vraiment... c'est le jardinier qui fait le minimum pour préserver la vitalité du jardin, et en même temps, je reviens de Corse, c'est de ça qu'il est question avec la Corse de l'intérieur. Je veux dire, comment cette Corse, elle est cultivée depuis des milliers d'années, et puis là, elle est en déprise complète, il y a tout qui... Il parle de lèpre verte, tout est recouvert de ronces et de maquis, tout sans maquise, et puis finalement, tout brûle. C'est ça le problème aussi. C'est que cette nature, si vous voulez, qui est soignée, préservée par des activités humaines, parfois depuis le bush australien, c'est au moins 60 000 ans de soins de la part des aborigènes. Vous enlevez les aborigènes, comme ça a été fait en Australie à cause de la destruction de la culture aborigène, ben, tout brûle. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans les morts. Enfin, en tout cas, pas loin d'ici, dans le Cap Bénat. Voilà, vous laissez la nature à l'abandon, une nature qui est habituée d'une certaine façon disons à des soins, des techniques, parfois du défrichage, parfois de l'écobuage, parfois du pastoralisme, parfois de la culture, ça, vous enlevez tout ça, vous sortez de Adama, de la terre des hommes, si vous voulez. Après, évidemment, il y a une nature qui va... Ça peut être même une nature qui est faite de cendres, hein, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est plus une nature qui convient à l'épanouissement, on peut dire, de l'espèce humaine et à sa longévité, à sa durabilité. Donc voilà, je crois que c'est la raison pour laquelle, tout ce que j'ai dit, la raison pour laquelle dans un jardin partagé, il y a toujours des lopins individuels. Le lopin, c'est la ferme. Et le lopin, alors j'en dis quelques mots, si vous voulez, le jardin partagé, ça peut exister à un niveau planétaire, hein, comme le jardin de Clément, sauf que lui, il ne parle pas de jardin partagé, hein, de connaissance, mais enfin bon. Donc on peut imaginer un jardin partagé à l'échelle de la planète, on peut l'imaginer à l'échelle des États-Unis, par exemple, c'était le cas de Jefferson, qui n'a pas du tout été dominant, finalement, sa pensée a été marginalisée. Enfin, plus exactement, son rêve n'a pas été réalisé, puisque précisément, c'est une parenthèse que je me permets, précisément au moment où il défend le modèle du paysan indépendant, se met en place ce qu'on appelait le latifundisme, c'est-à-dire le développement de la très grande propriété, dont les propriétaires ne sont pas des cultivateurs, qui vont recourir à l'esclavage pour faire proliférer des plantes qui ne nourrissent personne, à savoir le coton et le tabac. C'est vraiment complètement... Aujourd'hui, le latifundisme européen, par exemple celui des céréales, ne produit que 20% de... Disons, ce que j'ai lu très récemment, c'est que l'Europe... disons, il n'y a que 20% des céréales produites par l'Europe qui servent à l'alimentation humaine. 20%. Donc là aussi, il y a un énorme problème avec l'agriculture industrielle qui produit de la famine, enfin la FAO le montre très clairement, et pas du tout, il n'y a absolument pas une solution pour la faim dans le monde, ni pour la soif dans le monde, soit dit en passant. Parce que la soif dans le monde va devenir quand même le problème crucial qu'on va devoir affronter dans les prochaines années. Voilà, donc le lopin, vous l'avez, enfin le jardin partagé, donc c'est encore une fois un jardin qui existe à différentes échelles. Par exemple, le jardin partagé que Maria Montessori avait installé dans la cour de son école expérimentale, faisait environ 100 mètres carrés, était subdivisé en parcelles de 1 mètre carré. Et sur chaque parcelle était installé un élève. Oui, c'est ça, un élève. Donc, par exemple, le jardin, ce qu'on appelle des jardins familiaux et ouvriers, qui, par exemple, ça peut être les plantages en Suisse ou les jardins communautaires aux États-Unis. Nous, on a les jardins ouvriers familiaux qui naissent
sous la houlette, ça c'est un peu compliqué, ça s'appelait la Ligue du coin de terre du foyer au cours de la Troisième République. Peu importe, mais il en reste un peu partout des jardins ouvriers familiaux, et c'est des jardins qui sont en général, par exemple à Marseille, c'est des jardins qui sont composés de parcelles de 100 mètres carrés environ. Alors il y a des petites variations, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez un terrain commun qui est subdivisé en lopins sur lequel chacun va réaliser ce qu'il a en propre, pour reprendre les termes que j'ai utilisés tout à l'heure. C'est-à-dire que le jardin partagé n'est pas un jardin collectif. Vous voyez, le jardin collectif, c'est le kolkhoz. Le jardin collectif, c'est le jardin rêvé de Fourier, par exemple. Le fourriérisme est un collectivisme. Mais ça n'est pas du tout l'idée du jardin partagé. Il y a vraiment une contradiction entre le collectivisme et la démocratie, de ce point de vue. Ce qu'on appelle le collectif, je ne vais pas insister là-dessus, mais on devrait faire des distinctions entre collectif et commun. Ce n'est pas du tout pareil. Un jardin collectif, c'est un jardin qui dépend d'une division des tâches. Par exemple, chez Fourier, vous avez, qui est un utopiste du 19e siècle, chez Fourier, vous aviez l'idée qu'il fallait donc créer des postes techniques, notamment distinguer les chouttistes, c'est ceux qui plantent les choux, des ravistes pour les raves, des carottistes, des pommes de terristes, etc., etc. Donc il imaginait comme ça une espèce de découpage des sociétés humaines en spécialistes qui apporteraient chacun leur contribution, leurs gestes, leur technicité à la vie du jardin. Alors ce qui est intéressant sur le jardin dans le Lopin, c'est que justement le choutiste, le raviste, le carottiste, etc., c'est le même. C'est-à-dire que l'enfant, c'est pour ça qu'il y a des jardins pédagogiques qui sont très petits parfois, mais en tout cas ce qui est fondamental, si on veut que le jardin soit effectivement pédagogique, c'est que l'enfant, il soit, disons, le maître en quelque sorte de sa propre activité, qui évidemment dépend de toutes sortes de savoirs qui vont lui être communiqués. Donc, ça j'y reviens tout de suite. Donc, mais qu'il soit le maître de sa propre activité de A à Z. C'est lui qui plante, c'est lui qui arrose, c'est lui qui regarde, c'est lui qui surveille, c'est lui qui traite, c'est lui qui voit la plante pousser, et c'est lui qui récolte, et c'est lui qui mange. Ça c'est fondamental. Vous voyez, cette chaîne-là, vous la brisez, on sort de la démocratie dans une certaine mesure. Et ça pose des tas de problèmes, je dirais organisationnels, qu'on connaît bien, notamment au niveau de l'agriculture. Donc, si vous voulez, le lopin individuel, ou le plot, comme on dit en anglais, ou la parcelle, etc., elle est vraiment importante, non pas pour assurer une liberté qui consisterait à faire ce qu'on veut, parce que justement, avec la terre, on ne fait pas ce qu'on veut. Les paysans le savent bien. Mais à former déjà une relation dialogique avec, justement, une nature qui n'est pas à vos ordres. Une nature dont l'indépendance, d'une certaine façon, est conservée. Alors, j'ai beaucoup étudié aussi les jardins thérapeutiques. C'est très, très intéressant. Les jardins thérapeutiques sont des jardins partagés aussi. Et ils naissent en France aussi pendant, je ne sais plus la date exacte, mais en particulier sous la responsabilité ou grâce à l'initiative de celui qu'on appelait l'instituteur des idiots, qui s'occupait d'enfants psychotiques. Et il se rend compte qu'à partir du moment où il amène les enfants dans une parcelle et qu'il leur propose de cultiver, ils vont, disons, faire un retour à la santé beaucoup plus rapide que s'ils sont pris dans des psychothérapies rhétoriques, si vous voulez, ou qui supposent des interactions humaines. Il en va de même d'ailleurs du jardin thérapeutique qui va naître notamment pour les vétérans après la Deuxième Guerre mondiale, puis surtout par exemple aux États-Unis après la guerre du Vietnam, où il y a des tas de gens traumatisés, des gens blessés, des gens handicapés, des gens qui ont perdu leurs membres, et on dit au jardin il y a une place pour tout le monde. Et ça, ce qui est très important, c'est que justement, j'avais lu des propos de vétérans traumatisés ou blessés, et qui disaient moi, dans mon lopin, d'abord, je peux recréer une relation avec le monde extérieur qui ne passe pas par la parole, parce que de toute façon, je ne suis pas prêt à parler. Je n'y arriverai pas. Et je ne veux pas, d'une interaction qui m'obligerait à prendre la parole, à m'exprimer sur ce que je ressens. Je n'en suis pas capable. Et qui, par ailleurs, se réjouissait du fait
de faire vivre, de faire pousser des plantes au lieu de tuer des gens, d'une part, et d'autre part, d'être dans la position de soignant au lieu d'être dans la position de soigner. Et ça, en fait, c'est des choses qui sont absolument fondamentales pour le moral des gens. Psychologiquement, ça se comprend très très bien. Et ça se comprend même si bien qu'on ne comprend pas qu'on ne donne pas suffisamment d'opportunités aux gens, justement, d'être les soignants au lieu d'être tout le temps les soignés, c'est-à-dire les assistés. Ça, c'est vraiment tout à fait fondamental. Et nous-mêmes, on devrait absolument prendre ce pouvoir de soignant, en fait, d'être les soignants de notre environnement, plutôt que d'être toujours en attente qu'on fasse les choses pour nous. Donc, on voit pourquoi c'est tellement important le lopin individuel. Parce que la liberté, c'est l'expérience, si vous voulez. Là, c'est un terme un peu philosophique, mais je ne vais pas insister. Mais l'expérience, c'est justement quelque chose que vous faites vous. On ne peut pas faire une expérience à votre place, si vous voulez. Et l'expérience, c'est ça qui vous fait grandir, en fait. Un enfant auquel on interdit de faire des expériences, il ne va jamais grandir correctement. Il sera sans doute vraiment très mal en point et dans une souffrance. Donc, si vous voulez, c'est vraiment l'expérience, elle se fait toujours en son nom. Et en plus, toute expérience est localisée. Alors maintenant, je voudrais terminer. Je regarde l'heure. Oui, je voudrais terminer en disant que le jardin partagé est pourtant aussi un commun. Il y a beaucoup de choses communes dans les jardins partagés, que ce soit des jardins pédagogiques, thérapeutiques, et j'en citerai quelques aspects, justement, des choses communes. D'abord, il y a justement le gouvernement en commun. Il y a pas, je veux dire que ce qui est intéressant, c'est que ni le détenteur d'un lopin, ni, disons, le responsable du jardin subdivisé ne sont des propriétaires au sens où on l'entend. C'est-à-dire le jardin partagé a la propriété qu'on appelle exclusive et absolue, irrévocable, cette propriété sur laquelle seuls les droits du propriétaire s'exercent. Cette propriété-là, elle n'a aucune pertinence dans le cadre du jardin partagé. Jamais un jardin partagé ne relève de ce type de propriété. Alors soit la propriété, elle est communale, ou alors on dit c'est un don de Dieu, en étant plus ancien. Je voudrais juste préciser, là, parce que j'ai peur d'oublier ensuite, qu'aujourd'hui, le jardin partagé, ça n'est pas une plaisanterie, si vous voulez, ça n'est pas un truc de bobo ou quelque chose, vous savez, à quoi on retourne, alors on parle de retour à la terre. Non, je dirais le jardin partagé, aujourd'hui, d'après les chiffres de la FAO, ça correspond à ce qu'on appelle l'agriculture familiale. On appelait ça l'agriculture familiale et traditionnelle, mais en fait maintenant on appelle ça l'agriculture uniquement traditionnelle parce qu'il y a des familles qui sont latifruidistes. Et c'est ce jardin partagé, ce type d'organisation qui produit 70% des ressources alimentaires mondiales aujourd'hui. Donc ça n'est pas du tout... c'est très menacé. C'est menacé partout en Indonésie, à Bornéo, à Java, à Sumatra. C'est menacé partout en Amazonie, bien sûr. Les forêts africaines sont menacées. Enfin, tous les jardins partagés du monde entier sont menacés sous les coups de l'extractivisme, qu'il soit agricole ou industriel, minier. Mais le fait est que c'est encore... S'il n'y avait plus de jardins partagés, on serait vraiment là, pour le coup, au bout de notre vie tous. Voilà. Même, donc c'est intéressant de voir que même des systèmes parfois très nouveaux, comme le système des incroyables comestibles, produisent 70% des ressources alimentaires d'une ville comme Todmorden, qui se trouve à côté de Manchester. Donc voilà, c'est très productif. Le jardin partagé a une capacité productive hors norme. Donc vous avez le terrain qui est commun, d'une part, soit qu'il vienne de Dieu, ou qu'il vienne de la commune, ou qu'il vienne d'une collectivité quelconque. C'est aussi ce qu'il y a de commun aussi dans le jardin partagé, c'est justement les modalités du gouvernement. Il y a toujours, dans tous les jardins partagés, aussi loin qu'on remonte, je parlais des paysans allemands du XVe siècle tout à l'heure, il y a toujours une charte ou une convention, c'est-à-dire une constitution en fait. Alors une constitution qui varie d'un jardin partagé à l'autre ou d'un pays à l'autre. C'est intéressant en fait. C'est un peu comme les enfants dans la cour de l'école, si vous voulez, ils jouent, mais ils se donnent des règles tout le temps, ils font des conventions, ils se donnent des règles, si vous voulez. Après, ça ne veut pas dire que ces règles sont gravées dans le marbre, mais après, ils peuvent jouer à changer les règles ou à
les subvertir ou à les enfreindre. Mais le fait est qu'il y a des règles, sinon on ne peut pas faire des choses ensemble si on n'a pas des règles. Et donc il y a ce gouvernement commun qui vient se loger dans la convention, la charte. Vous regarderez sur internet des chartes de jardins partagés, il y en a des milliers en fait, parce qu'il y a autant de chartes qu'il y a de jardins partagés. Et dans les chartes en général, il y a toujours une obligation, il y a des obligations hein, pour les détenteurs d'un lopin. C'est-à-dire que par exemple, ceux qui ne cultivent pas leur lopin en sont dépourvus, en sont privés parce que en fait c'est vraiment constitutionnel. Vous n'avez accès à un lopin dans un jardin partagé qu'à la condition de le cultiver. Vous ne pouvez pas le laisser en friche ou en départir. Après, ce qu'il y a de commun, j'en parlais tout à l'heure, c'est la formation en fait. C'est la science, les sciences paysannes, ce qu'on appelle les sciences paysannes, parce que évidemment, cultiver, ça ne s'invente pas, c'est très compliqué, il faut savoir beaucoup de choses, et il y a beaucoup de connaissances, de sciences, de savoirs accumulés qui sont mis à la disposition des gens, y compris à la disposition des visiteurs dans les villes, des jardins urbains, qui viennent visiter les jardins partagés et s'informer sur les conditions auxquelles ils pourraient eux-mêmes en créer un, etc., etc. Donc il y a vraiment des savoirs partagés, ça c'est du commun. Il y a aussi bien sûr des composts, il y a des semences, il y a des greffons, il y a des pépinières, voilà, tout ça est partagé. Il y a des échanges aussi, bien sûr. Je vous rappelle par exemple que ce qu'on a appelé l'ethnobotanique est né dans des jardins partagés new-yorkais, c'est-à-dire parce que justement il y avait des gens du monde entier, puisque les jardins communautaires new-yorkais sont nés dans les quartiers les plus pauvres, et ont joué un rôle alimentaire, économique absolument fondamental, et étaient justement dans des quartiers d'immigrés qui venaient du monde entier. Il y avait des latino-américains de partout, des chinois, des coréens, etc., qui chacun avait son mode de culture, et du coup avec des échanges, des mixités, des panachages de plantes qui ont donné lieu finalement à des réalités si singulières que l'ethnobotanique, la botanique ethnique en quelque sorte, en est née. C'est intéressant. Donc voilà, c'est cette, si vous voulez, pour terminer, cette, je dirais, incrustation presque, cette combinaison intime entre de l'individuel et du commun, qui me semble être l'alpha et l'oméga de la démocratie. Parce que précisément, une démocratie, c'est fait pour ça. Une démocratie, c'est un système de vie, une forme de vie, un mode de vie qui nous permet de mettre, ou qui nous invite à mettre à la disposition des nouveaux venus, quels qu'ils soient, ou des gens qui sont là, à mettre à leur disposition toutes les ressources communes qui leur permettront en quelque sorte de réaliser ce qu'ils ont au propre. Donc la démocratie, c'est vraiment de ce point de vue, je dirais, pour terminer, un jardin partagé. Je vous remercie. Le micro marche. Voilà, ça va. Oui, alors moi, vous m'avez complètement pensé. C'était pétillant, c'est vraiment très très fort. Je voudrais que vous reveniez sur ce que vous avez développé sur la Genèse, parce que alors là, moi, j'ai plus lu la Bible depuis pas mal de temps, mais franchement, moi, j'ai une idée complètement délirante, c'est-à-dire que tu travailleras à la sueur de ton front. J'ai pas du tout l'impression qu'Adam était un cultivateur, ça vous me l'apprenez. C'est vraiment très surprenant. En plus, vous avez parlé de Adam qui était asexué. Ah, ça m'intéresse aussi, pas mal. J'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, parce que vraiment, là, vous m'avez passionné sur la vision du Jardin d'Éden et de pourquoi. Alors, en plus, vous expliquez pourquoi il a été chassé. Il a donc profité de le rôle d'Ève là-dedans. J'aimerais que vous reveniez là-dedans, parce que vraiment, ça m'a passionné, ça. Entre autres, hein, parce que tout m'a passionné, en fait. Hein. Voilà. C'est entre autres. Là, oui, ça y est, là. Oui, voilà, je ne peux pas en parler très très longtemps, parce que, ni même très en détail, parce qu'ils sont... ça serait très très long, mais oui, en fait, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Voilà, le travail devient labeur. Or, Éden. Mais avant. Je ne savais pas qui travaillait, moi. Le travail, il y a du travail, mais c'est pas du labeur. Le travail, c'est, comme dit Maria Montessori, le travail, c'est le jeu. C'est-à-dire, on s'entraîne, c'est ça.
On fait des choses, on a des objectifs, on essaie de les atteindre. Pour les atteindre, il faut développer des talents, des savoir-faire, une virtuosité. Par exemple, quand c'est un musicien, il travaille, le musicien. Oui. Mais c'est pas qu'il arrache les feuilles à la terre. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a vraiment deux sens du travail. Et je pense que le travail comme labeur, alors même... il se trouve que le mot, si vous voulez, en anglais, le mot qu'on utilise, moi je connais plus l'anglais, pas dans tout ça, ou en hébreu si vous voulez, mais enfin ça vous dit rien, mais le mot c'est work, et work c'est à la fois travailler, le travail, mais c'est aussi une œuvre, œuvrer, c'est ça. Donc c'est mieux que, alors que travail c'est un mot qui vient de tripalium en français, qui est le joug, qui domestique et esclavagise les bœufs en fait. Donc c'est un instrument en fait qui est un peu torture, le tripalium. Donc l'association du travail à la torture, qui se vérifie d'ailleurs dans bien des cas, mais bon, enfin cette association, si vous voulez, elle est, disons que c'est un trait de civilisation parmi beaucoup d'autres possibles. Bien sûr qu'on peut penser le travail autrement que comme torture, et penser le travail comme réalisation de soi, peut-être qu'il faudrait deux mots. C'est ça. Pour œuvrer. Œuvrer, oui. Ah, oui. Œuvrer, moi j'aime bien l'idée d'entraînement. C'est dans le domaine de l'art, parce que je me suis beaucoup intéressée à la pratique artistique. Et les artistes, ils parlent beaucoup de travail. Mais évidemment, c'est pas le travail au sens où ils vont faire quelque chose qui n'a pas de sens à leurs yeux et qui est destiné finalement à une fonction alimentaire. C'est pas ça. C'est pas gagner sa croûte, quoi. Enfin, gagner sa vie pour pouvoir survivre. Mais c'est deux sens-là. Et donc, à Eden, on travaille au sens où on œuvre. Et quand on n'est plus à Eden, on travaille au sens où on souffre. Et Adam, là, vous... Adam, non, mais Adam, ça veut dire l'humain, en fait. C'est le Aleph, c'est le commencement, si vous voulez. Et donc, avant, disons, la pluralité qui se produit avec l'apparition de Ève, oui, qui sort de la côte d'Adam, qui est sculptée en quelque sorte. C'est comme je veux dire, un être qui est sculpté à partir de l'Adam initial et qui va faire qu'elle s'en distingue en même temps que Adam, qui a servi de matériau à la fabrication d'Ève, n'est plus le Adam initial non plus. Oui. Donc c'est là que vous avez masculin, féminin, enfin disons, la distinction des sexes. Mais le Adam qui cultive le jardin, il est les deux à la fois. D'accord. Il est féminin et masculin, si vous voulez. Oui. D'accord. Et en fait, on dit, c'est très connu, il y a beaucoup de livres sur la question, le féminin et le masculin sont en tout fait. Après, c'est une histoire de dosage. C'est un peu comme chez Platon, si vous voulez, il y a des dosages. L'âme est constituée de plusieurs parties, et puis le caractère de chacun dépend de la combinaison, de la proportion qui rentre dans le mélange. D'accord. Okay. Voilà, c'est ça, c'est une histoire de mélange. Merci. Je vous remercie de m'avoir au moins appris à moi d'où venait la démocratie, d'un point de vue extrêmement terre à terre, mais voilà, on peut le dire. En prolongeant la notion de commun. Les océans, c'est commun, l'air, c'est commun, l'espace, c'est commun, mais j'ai l'impression que ces communs nous sont, comment dirais-je, confisqués par des grands systèmes qui ne répondent pas à la démocratie. Non, mais vous avez complètement... Et une dernière incidence à propos de la Bible. Je vous recommande la lecture du verset 28 du premier livre de la Genèse. Croissez, multipliez, je vous ai tout donné, assujettissez et gouvernez sur ceux qui volent et ceux qui rentrent. C'est d'une grande férocité. Et on y voit bien, me semble-t-il, aussi les ferments de la destruction de la nature. Mais en fait, non, mais je pense qu'on ne va pas pouvoir en parler. C'est pas le sujet le plus intéressant. Oui, non, mais de toute façon, c'est vrai que c'est... Mais en fait, c'est justement,
le gouvernement n'est pas l'assujettissement, et c'est vraiment l'idée de gouverner, c'est un peu l'histoire de Noé. Enfin, voilà, non, là, on ne peut pas trop discuter de tout ça. En revanche, là où vous avez tout à fait raison, c'est concernant justement la question de ce qu'on appelle l'accaparement. L'accaparement des ressources communes, l'accaparement des choses communes, on dit les communs, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin bon. Et de fait, il faut bien réaliser que cet accaparement est un processus qui n'en est qu'à son début, là, aujourd'hui. Et qu'une accélération de cet accaparement nous conduit vraiment dans le mur. Et je pense qu'il faut être très 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 vigilant à essayer de dénoncer, parfois même de militer avec tous les moyens qui sont les vôtres contre l'accaparement des ressources communes et notamment l'eau. Oui, bien sûr. L'accaparement de l'eau avec... je ne vais pas rentrer dans le débat des mégabassines, mais enfin là, c'est vraiment une des figures de l'accaparement qui est quand même relativement modeste par rapport à des multinationales ou des multimilliardaires qui aujourd'hui achètent, parce que tout se monnaie, des forêts, des plages, des îles, des forêts tout entières, des montagnes, etc. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Je veux dire, Sumatra a été acheté par Daewoo. Donc faites attention de préserver finalement contre le marché, contre la capitalisation, contre l'appropriation, de créer l'accaparement. Ça va très très vite là en ce moment. L'Amazon, justement Bolsonaro avait promis l'accaparement de l'Amazonie à un ensemble de clans politiques d'ailleurs d'une part et d'autre part de grands patrons de l'agro-business. Merci. Oui, moi aussi, j'ai, comme tout le monde, apprécié votre exposé et je regarderai d'une autre manière les jardins partagés. J'étais à Porquerolles aujourd'hui, il y a tout un ensemble de lopins de terre réservés aux habitants de Porquerolles. Donc je les regarderai à la lumière de ce que vous nous avez dit. Mais j'avais envie de dire, en écoutant la précédente intervention, vous parlez de 1780 et des jardins partagés des paysans américains. Et j'ai envie de vous poser la question, ça rejoint le problème, mais les Indiens. Mais alors justement, là aussi... Qui étaient sur ce territoire. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, enfin, il faudrait... Là aussi, c'est une histoire qui est longue et complexe. Mais le fait est que dans cette configuration du jardin partagé, disons, la question indienne aurait été réglée, si je peux dire, d'une manière complètement différente. Par exemple, Savannah. Savannah, c'est une ville qui est fondée en 1740 en relation de réciprocité et d'échange avec les Crocs qui habitent là, par une espèce de visionnaire qui s'appelle Oglethorpe et qui va faire de Savannah une espèce de vaste jardin partagé et une ville qui est vraiment une cité pour le coup. Donc c'est très intéressant parce que tout ça, d'une certaine façon, tout ça fait système. Bon, cela dit, j'avoue que la question indienne, la question des... Enfin, j'aime pas trop le terme d'Indien, mais des Premières Nations, comme on dit au Canada, ou des Amérindiens, est une question terrible. Tout à fait. Merci. Je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que vous avez parlé de la Constitution américaine et de mise en exergue de la liberté. Je voudrais remarquer que Thomas Jefferson a possédé quand même jusqu'à 240 esclaves. C'est une conception très spéciale de la liberté. Et ce n'est pas le seul président américain qui a eu des esclaves. Bon, la liberté avec l'esclavage me semble un petit peu curieuse. Connu. Concubine noire, mais ça c'est des contradictions de personne, des personnes. Oui, Jefferson a eu aussi d'ailleurs des enfants mulâtres qu'il a reconnus comme étant ses enfants. Voilà, mais l'esclavage n'a pas été et plusieurs présidents américains ont eu des esclaves. Deuxième chose, c'est dans le titre de votre exposé, vous parlez de la démocratie comme jardin partagé. Or, je trouve que le thème est très intéressant, vous l'avez bien abordé, mais dans la pratique, il y a la théorie et la pratique. Et dans la pratique, avec des siècles de démocratie,
j'ai pas l'impression que le mot partage soit bien partagé. C'est peut-être la chose du monde qui l'a moins bien partagé. Par exemple, c'est un mot que les politiques n'utilisent pas beaucoup. Très peu de politiques utilisent le mot partage. Et j'ai l'impression que beaucoup dans le monde, beaucoup de choses ne sont pas partagées. Pas que les jardins, mais les richesses et tout ça. On a l'impression aussi, c'est plus qu'une impression, qu'on a une concentration des richesses et des moyens. Mais c'est le drame de peut-être pas l'humanité, parce que le partage est de moins en moins réalisé. Plus ça va et moins il y a de partage. Mais plus on va, plus on va craindre un effondrement environnemental et moins il y aura de partage. C'est pour ça que c'est très très important de se réveiller. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord aussi que les personnes n'étaient pas toujours consistantes. Mais le fait, comme disait Spinoza, ils volent le meilleur, ils font le pire. Mais est-ce que il faudrait, disons, mettre à la poubelle toutes les visions du meilleur sous prétexte que leurs auteurs ont fait le pire? C'est un peu le problème. Oui, monsieur. C'est une question qui peut paraître bête. Mais à un moment, vous avez dit que le père de famille est par exemple l'équivalent du droit divin. Est-ce que vous avez essayé de faire une comparaison avec les rois de l'époque? Ah oui, mais c'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement, je veux dire, on va, disons, la monarchie absolue du droit divin ou la monarchie absolue qui va sévir un peu partout en Europe. Et le modèle de la famille, si vous voulez, la famille a souvent une certaine conception, les différentes conceptions de la famille ont servi de modèle à la politique, de modèle au gouvernement. Et donc, le roi gouverne ses sujets comme le père gouverne ses enfants. Ah oui, il y a vraiment des... c'est quelque chose que Rousseau critique d'ailleurs, cette vision paternaliste du pouvoir royal. Et parce qu'en même temps, il trouve pas normal du tout que... D'ailleurs, il a écrit l'énigme qui grandit en dehors de sa famille, tellement il trouve que la famille est névrotique au dernier degré. Donc, bon, c'est... mais voilà, il veut arracher justement l'enfance et l'éducation au modèle familial patriarcal. Mais tout à fait, oui. En fait, il y a plusieurs métaphores qui courent dans l'histoire des représentations politiques. Vous avez la métaphore du bon père de famille, ce qu'on appelait le paternalisme, finalement, qui va se marier avec le despotisme. Et puis, mais par exemple, Staline, c'est le père. Bah, bien sûr. Enfin, de toute façon, c'est soit le père, la patrie, c'est la mère. Voilà, bon, donc, peut-être mieux. Je sais pas. Mais voilà, vous avez des tas de... Le petit père du peuple, la position paternaliste du Führer, du despote, du chef charismatique est toujours très très présent. Et puis l'autre métaphore qui revient tout le temps, c'est le berger. Le berger avec son troupeau. Mais est-ce que, est-ce qu'on est des moutons ou est-ce qu'on est des enfants? Non, on n'est ni moutons ni des enfants. Donc, il faut vraiment se libérer de ces visions très descendantes, paternalistes ou pastorales du pouvoir politique. Oui, je voulais revenir sur Adam et Ève, parce que nous avions mis... Je n'ai pas y passé beaucoup de temps, mais Delphine Orviller, que nous avons fait venir, nous avait dit que... Elle était venue. Oui, elle était venue, elle était rentrée dans le texte, et elle nous avait dit que c'était pas qu'Ève n'était pas née d'une côte d'Adam, mais qu'elle était née à côté d'Adam. Oui, c'est ça. Alors moi je trouve quand même que ça fait une sacrée différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez beaucoup. Bon, alors, il y a plusieurs choses. Je voulais vous poser une question. D'abord, est-ce que les jardins en Russie, les dachas, et il y a des villes en Russie où 80% de la population a une dacha avec un petit jardin qui date d'ailleurs de la période, bien avant de la période du totalitarisme, qui n'arrivait pas à nourrir et qui créait la famine. Donc là, c'était une ressource. Bon, alors est-ce que ça peut être considéré comme un jardin, un jardin partagé
Ça, je ne sais pas. Je voulais vous Ah poser oui, la mais tout à question. fait, c'est le système du MIR, ça s'appelle. Voilà. C'est un très très vieux système qui est effectivement médiéval et un système de jardin partagé qui a subsisté, que Staline a d'ailleurs voulu détruire, je ne sais plus en 30, enfin je ne sais plus en quelle année, et il s'est très rapidement ravisé parce qu'il a compris que l'expulsion des paysans hors de leur lopin et des jardins partagés allait conduire tout le pays dans la ruine et la famine. Ce qu'a fait Mao Tse-tung, pardon, la révolution culturelle, est passée par l'expulsion des paysans et leur enfermement dans les fermes collectives, et ça a produit quelque chose qu'entre 20 et 40 millions de morts. Hein. Donc on ne sait pas trop, enfin bon, en tout cas ça a été un massacre. Donc oui, dans le système du MIR, il y a un système de jardins partagés, absolument. Ah oui, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les jardins partagés, en général, il y a effectivement des constructions dont l'architecture est variable en fonction des lieux. Mais bon, la dacha, le cabanon, la casitas, enfin, c'est intéressant aussi de les voir à travers ces constructions, dont certaines sont justement destinées à la vie communautaire. Et les écrivains, alors j'avais lu dans un roman que justement la dacha, c'était un lieu où on était sûr de ne pas être écouté par le pouvoir, et c'était aussi des lieux de résistance. Parce que là, dans la dacha, il n'y avait pas l'équivalent de la Stasi qui était là pour écouter aux portes. Donc ça, je trouvais ça intéressant. À la fois, c'était de l'autosuffisance, de l'autogouvernement, complètement, tout à fait. Bon, et alors, je me disais, quand on a parlé de la ville, quand on regarde au Moyen-Âge, les villes étaient enfermées dans des murs, c'est vrai. Mais tout autour des murs, il y avait des cultures vivrières qui nourrissaient la ville. Et donc là, il y avait ce qu'on appelait un circuit court. Si je puis dire, aujourd'hui, tout le monde parle de circuit court. Mais aujourd'hui, avec l'extension des villes, toute cette frange de culture, de jardin, a pratiquement disparu. Ben oui, mais il faut qu'elle revienne. Alors, il faut qu'elle revienne. Alors, est-ce que c'est par ce biais-là que la ville pourrait retrouver une forme de démocratie? Je ne sais pas, moi, je me posais la question. Si vous voulez raisonner en termes écologiques, je dirais que les villes aujourd'hui, enfin la population urbaine va représenter, d'après les statistiques, les prévisions plus exactement, va représenter à l'horizon 2050 70% de la population humaine. Ah oui. Donc, si les villes ne produisent rien de ce qu'elles consomment, on ne voit pas très bien comment on va pouvoir s'en sortir. C'est sûr. Donc, si effectivement, aujourd'hui, l'impact écologique des villes est totalement gigantesque par rapport au reste de la planète. Donc, il faut absolument que l'impact écologique des villes diminue, et pour qu'il diminue, il faut que la ville commence à produire une partie, en tout cas, de ce qu'elle consomme en termes de nourriture, en termes d'eau, en termes d'énergie, en termes de matériaux. Ça, il y a des architectes qui pensent sur la question, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas du tout cette habitude-là. Et si vous voulez, en fait, tant que les villes dépendront entièrement des campagnes pour assurer leur équilibre, l'écologisation de nos modes de vie sera impossible. Impossible. Parce que non seulement les villes sont des parasites absolus, c'est des parasites absolus, mais en plus qui rejettent vers l'extérieur tous leurs déchets. Alors, une dernière chose, j'ai beaucoup aimé votre réflexion sur la démocratie qui commence à la maison. Et ça m'a... Alors, et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au fond, chacun a un rôle et c'est l'excellence de chacun qui est mise en valeur. Alors, ça, c'est assez formidable parce que finalement, ça volatilise, ça fait voler en éclats la question de l'autorité. Oui et non, d'une certaine façon, parce que si l'autorité, si on revient à la définition de l'autorité selon Hannah Arendt, elle dit
c'est ni la force ni la contrainte, mais c'est la reconnaissance de valeurs communes. Déjà, c'est ni la force ni la contrainte. Mais est-ce que peut-être, si l'école, je me dis, je vais partir quitter la maison pour aller vers l'école, si l'école travaillait sur l'excellence de chacun et non pas sanctionner la faiblesse de tout le monde, est-ce que ça ne changerait pas complètement la donne? Je ne sais pas. Ah bah oui, non, ça ne sera pas du tout la même école, oui, c'est certain. Et de fait, ça ne veut pas dire renoncer à toute autorité, parce qu'effectivement, l'autorité est conçue comme l'ensemble des valeurs communes qui sont finalement, non pas inculquées, mais mises en pratique et incarnées dans les interactions normales. Donc ça, elle est absolument nécessaire. Et il est vrai que je disais que le travail est un jeu, mais que se donner des règles, ça demande quand même de reconnaître aux règles une autorité, sinon ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Et de reconnaître aussi au dispositif qui crée les règles une autorité sur l'autorité des règles. Donc on est obligé quand même à un moment donné, mais ça n'a rien à voir avec le pouvoir et la domination. Tout à fait. D'accord. Bien, ben, écoutez, je crois qu'on va on vous libère.